Alors c'est vrai que les présidentielles ont eu une certaine amertume, mais je crois que ce troisième tour, on peut changer la donne. C'est l'occasion de se retrouver quelquefois, il fait bon, il commence à faire bon, et je pense qu'on peut discuter un peu de politique. Et nous, la politique qu'on présente, c'est de la politique avec un grand P. C'est de la politique qui parle aux citoyens, c'est la politique du quotidien. Donc c'est ce qu'on veut proposer dans cette démarche de la NUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, des moyens donc pour changer la vie des gens. Et c'est aussi ce qu'on va vouloir exprimer avec Luce, qui est candidate de la NUP sur la 21e. Je suis son suppléant. On a fait une campagne depuis le début d'arrache-pied. On est sur le terrain quotidiennement. On gère à la fois la campagne de manière administrative, financière, mais aussi on est avec les habitants. Tous les jours, avec nos amis écologistes, communistes, on est sur le terrain pour aller au contact des gens. On a un projet qui vaut la peine d'être présenté, d'être discuté, d'être présenté aux habitants dans nos porte-à-porte. Et on sent bien qu'il y a une attente sur le pouvoir d'achat, et on sait que le pouvoir d'achat, c'est ce qui tracasse tous les jours les habitants. C'est la peur d'avoir les factures qui rentrent à la maison, qu'il faut payer. C'est la difficulté de répondre aux enfants parce que ça va être les vacances, qu'on ne peut pas partir en vacances parce qu'il manque des moyens. Alors on fait du bouche à oreille dans une circonscription qui n'est pas taillée sur mesure pour la NUP, mais quand même, il y a des raisons d'espérer. Et pour le 19, on va à la victoire. Merci. Macron, c'est quoi pour l'avenir? Macron, c'est la retraite à 65 ans, et peut-être même 70 ans, parce que tant qu'on est à 65, on peut aller plus haut, hein. On peut carrément la supprimer. Mais bon, pour l'instant, c'est 65 ans. C'est quoi l'avenir alors pour les enfants? C'est quoi l'avenir pour les enfants? La retraite à 65 ans, une école qui commence qu'on veut de plus en plus privatiser. On parle d'une suppression du CAPES, on parle de rendre l'université presque inaccessible. J'ai une amie à moi qui, malheureusement, cette année, n'a pas pu poursuivre son cursus, qui a dû payer 5 000 €. Elle n'a pas 5 000 €, malheureusement, elle a dû travailler toute l'année parce que sa mère est hospitalisée. Donc vous imaginez, c'est ça l'avenir qu'on nous réserve. En plus de ça, nous sommes dans des catastrophes écologiques pas possibles. Les rapports du GIEC tous les ans font de plus en plus peur. On va droit dans le mur. Et Macron, c'est ça. Macron, c'est l'inaction, la richesse, c'est tout garder pour soi, pour une élite, et les autres, on les laisse mourir de faim. Et franchement, ça suffit, il faut arrêter ça. Il faut qu'aujourd'hui, cette union de la gauche, c'est une aubaine pour envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, rassembler un maximum d'élus de gauche à l'Assemblée nationale. Et ça se passera les 12 et 19 juin. Et on espère compter sur vous pour envoyer Luce et Patrick à l'Assemblée nationale. Merci. LV Valenciennois est très heureux de soutenir la campagne de Luce. D'autant plus que voilà, elle est avec Patrick contre Béatrice Descamps et Salvatore Castiglione, qui est le maire de Walers-Saint-Rambert. Et dont l'objectif, c'est que les gens vivent tranquillement, sauf que là, l'enjeu, c'est que les gens vivent sur une planète vivable, et du coup, vivable tant sur les questions du climat, sur les questions de revenus, d'avoir un revenu décent, etc. Donc, on est content que cette lutte pour une planète vivable et un train de vie décent sera portée par Luce à l'Assemblée. Macron a été élu, finalement, sans rien dire. Donc c'est quand même quelque chose d'important, d'aberrant. On a une première ministre qui a non pas un passé de gauche, mais un passé contre la gauche, qui est très significatif. Donc ça me paraît essentiel d'être réunis, de travailler ensemble avec pour Luce, pour Patrick. Il faut qu'on ait une présence au niveau de la 21e circonscription, et à ce niveau-là, toutes les conditions sont réunies. L'unité, on a un programme qui me paraît essentiel, un programme social, et là vous en avez dit un mot, à travers la revalorisation surtout des bas salaires, pour ce qu'on appelait les derniers de cordée. C'est important qu'on ait une réflexion massive pour qu'on puisse faire valoir nos idées, et surtout sur la transition écologique. Ce qu'a dit Luce, et je le fais à travers aussi Quentin, à travers Patrick,
c'est à travers aussi le combat qu'on mène au niveau de la ville de Valenciennes. On trouve les mêmes schémas dans le domaine social et c'est dur, et dans le domaine aussi écologique et c'est aussi très dur. Donc surtout, soyez unis et nous, on est à vos côtés, il n'y a pas de problème. Hier, j'ai distribué avec vous, donc élisons Luce et Patrick au niveau de la députation. Je reprends juste ce qu'a dit Pierrick par rapport à Madame Descamps. Évidemment, je me suis intéressée au petit paragraphe sur l'environnement. Sur cette page, elle veut bien en donner 5 lignes. Tout d'abord, interpeller le gouvernement sur la gestion des déchets plastiques et renforcer le système du recyclage, ça mange pas de pain, et organiser une table ronde pour réfléchir aux actions pour le climat. Il est temps de se réveiller. Je voulais juste prendre un petit peu la parole par rapport à l'écologie. On y met un grand E, on rapporte ça toujours aux éoliennes, etc. Je voulais vous faire part de l'écologie de mon quotidien et comment je vois une ville écolo en fait. Une ville écolo, c'est pas des arbres qui poussent dans des pots. Une ville écolo, c'est des arbres qui envahissent les parcs, qui sont des îlots de fraîcheur où on peut se reposer, se détendre, laisser jouer les enfants. Qu'on a beau subir la canicule, on peut encore préserver ces endroits-là dans les villes. Une ville écolo, c'est une ville solidaire. C'est des EHPAD avec au rez-de-chaussée une crèche et on y voit les étudiants qui viennent aider, qui n'ont plus besoin d'aller galérer pour trouver un job puisqu'ils vont pouvoir avoir des ressources décentes pour poursuivre leurs études. Et une ville écolo, c'est les générations qui se rencontrent. Une ville écolo, c'est les citoyens qui s'approprient la ville. C'est pas les bagnoles, c'est vraiment les pistes cyclables et qu'on laisse les jeunes reprendre en fait le territoire, qu'on laisse les enfants, bonsoir, qu'on laisse les enfants jouer en ville quoi. Et qu'on bannisse pas non plus les étudiants, 21h, tout est fermé, plus de tramway, plus de bus, rentrez chez vous. Après on s'étonne qu'on n'arrive plus à avoir une ville jeune et dynamique. Voilà, une ville écolo, c'est des services publics adaptés pour nous. Pour ceux qui travaillent par exemple, qui ont besoin d'un service public ouvert le soir, j'ai vu une mairie qui avait décidé de changer ses créneaux horaires, qui ouvre pas forcément tous les matins pour pouvoir ouvrir le soir jusqu'à 20h. Ça c'est du service public. Une ville écolo, c'est vraiment une émulsion au niveau des citoyens. C'est pas un quartier où on a chacun son petit marché et puis chacun reste entre soi. Une ville écolo, c'est des marchés déjà le soir. On va pas forcément systématiquement au marché le samedi matin. Donc c'est aussi des marchés ouverts le soir pour les gens qui rentrent du travail, des marchés qui tournent dans les quartiers. Voilà, c'était juste pour vous donner des petits exemples que l'écologie du quotidien, c'est possible. Et ça renoue vraiment les liens entre nous au niveau des villes et des campagnes. Merci. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici au soleil avec vous parce que voilà, cette campagne, heureusement c'est une campagne d'été et c'est très très agréable, donc dès qu'il y a un rayon de soleil ça change quand même vraiment tout et on est particulièrement heureux d'avoir des habitants d'Arenberg qu'on a rencontrés en porte-à-porte et qui nous ont fait le plaisir de venir nous rencontrer dans le détail ici maintenant. Je veux remercier aussi toute mon équipe de campagne, tous les gens qui sont derrière moi au quotidien pour que cette campagne ressemble à quelque chose et qu'on essaye de maximiser nos chances que j'aille à l'Assemblée nationale. Ça paraît un peu irréel encore pour moi de le dire, mais si ça arrive, voilà, ce sera quand même le résultat d'un long travail depuis, c'est la 4e campagne qu'on fait tous ensemble, plus ou moins, avec des nouveaux, des gens qui arrêtent, des gens qui arrivent. Donc beaucoup d'énergie depuis les présidentielles, malgré la déception. Donc si ça arrive, si je suis députée, ce sera le fruit d'un travail que je veux absolument qu'on perçoive comme collectif. Et lundi, on va rassembler pour la première fois le Parlement populaire du Valenciennois. On a eu cette idée de copier un peu ce qui s'était fait au niveau national pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui était de s'appuyer et de mettre en valeur tous les gens qui sont impliqués sur le terrain, les syndicalistes, mais les gens dans le milieu associatif, quand ils peuvent s'exposer à une prise de parole politique, ce qui n'est pas toujours évident pour les gens qui sont dans le milieu associatif, mais aussi des citoyens engagés, voilà, de toutes sortes de façons. Et c'est vrai qu'avec Quentin et Evie et José, voilà, de la liste Valenciennes Verte et Solidaire à la mairie de Valenciennes, on a pris l'habitude depuis déjà 2-3 ans de travailler véritablement ensemble et d'essayer de se
secouer le cocotier, parce que le Valenciennois, c'est un endroit assez particulier où il y a l'héritage de Jean-Louis Borloo, où tous les hommes politiques, toutes tendances confondues, pensent que c'est très bien d'avoir toujours l'air d'accord et d'être ensemble, et il n'y a plus de politique qui se fait, on ne discute plus des sujets de fond, des sujets politiques, et cette unanimité, en fait, elle cache un système qui veut pas s'arrêter, en fait, qui veut continuer comme avant, et nous, on les embête, on leur rappelle que ça n'est pas possible, qu'on ne peut pas continuer à tout bétonner, qu'on ne peut pas continuer à oublier qu'on va avoir des canicules, qu'on ne peut pas continuer à croire que voilà, on ferme les usines, mais voilà, on va pleurer, on va faire un PSE de plus, et puis c'est pas grave, on va reclasser les gens. Voilà, on ne peut pas en même temps dire ça et puis accepter que Macron repasse et mette la retraite à 65 ans. C'est des quantités de gens qui vont se retrouver sur le carreau, comme ça arrive tout le temps à partir de 55 ans, et encore parfois c'est avant, et qui seront au RSA, qui n'auront pas de retraite complète et qui vont être dans des situations absolument apocalyptiques. Hein, ça, plus voilà, les familles monoparentales, enfin, il y aurait, voilà, on peut les dérouler, les minima sociaux, il faut les revaloriser, les retraites, il faut les revaloriser, le SMIC, il faut le revaloriser, il faut bloquer les prix, c'est une question d'urgence vraiment, mais vitale. Tous les autres pays européens sont en train d'agir véritablement. Le Portugal, l'Espagne, ils vont bloquer le prix d'électricité en baissant de 30% par rapport au prix actuel. C'est comme l'a très bien rappelé Jean-Luc Mélenchon, c'est la spéculation qui fait que le prix augmente. Hein. C'est pas des véritables tensions, c'est de la spéculation. Et ils vont nous faire de la spéculation avec tout et n'importe quoi, avec le blé à cause de l'Ukraine, et ça n'aura pas de fin. C'est pas parce qu'on augmente les salaires, c'est quand même une vaste fumisterie d'oser dire ça, puisque les salaires, mon salaire, moi fonctionnaire, il est bloqué depuis je ne sais pas combien de temps. On est complètement congelé, là, notre point d'indice, voilà, je sais pas quand est-ce qu'on nous le décongèlera. Mais on n'est pas forcément toujours les plus à plaindre, parce que dans l'industrie, dans le monde du travail, voilà, où il reste quand même des grandes usines dans le Valenciennois, on sait très bien comment ça se passe. Les gens sont maltraités, ils sont intérimaires, on leur fait faire des samedis, les lois de travail ont tout dérégulé, il y a des crédits temps, il y a des trucs absolument incroyables, on a l'impression de revenir au 19e siècle, et si on les laisse faire, si Macron a encore le pouvoir pendant 5 ans, ça va continuer. Ils n'ont qu'une seule chose en tête, moi je n'arrive même pas à m'expliquer, même Boris Johnson en Angleterre, là, il est en train de dire, je vais taxer les bénéfices des grandes sociétés pétrolières pour pouvoir redistribuer de l'argent aux catégories sociales les plus défavorisées en Angleterre, parce qu'il a compris un truc, c'est que ça va être la famine sinon. C'est-à-dire que c'est pas juste, oui quand même, les gens sont pas contents. Non, là, les gens vont mourir de faim. Et l'Angleterre, ils sont assez féroces avec la classe ouvrière. Hein. C'est un pays que je connais bien. Et ils sont arrivés à un point où ils ont l'air d'avoir compris qu'on ne peut pas continuer comme ça. Or, en France, malheureusement, pour le moment, on a une classe politique qui fait la sourde oreille. Ils osent quand même se représenter comme ça, l'air de rien. L'hôpital, c'est la catastrophe. L'école, c'est la catastrophe. La SNCF, c'est la catastrophe. Vous allez à la gare, un TER sur 2 bientôt est annulé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ben, ça ne les dérange pas. Ils viennent avec leurs grands airs vous expliquer que les solutions, c'est eux qui les ont. Eh ben non, on n'est pas d'accord. Je dirais c'est un acte d'autodéfense. Donc moi, je suis très contente qu'on ait réussi à s'unir, parce que c'est la seule solution pour être suffisamment important à l'Assemblée. Et on espère, on croise les doigts. Et moi, je crois beaucoup aux 15 derniers jours et à la cristallisation de cette campagne, que les gens vont se rendre compte que voilà, c'est pas fini. Il y a un vrai troisième tour avec un vrai enjeu, qu'on peut reprendre les choses en main, et que c'est un acte d'autodéfense. Moi, je le dis vraiment comme je le ressens, c'est-à-dire que mon outil de travail qui est l'école, on est en train de le détruire. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse que l'université devienne une espèce d'endroit de paupérisation permanente où tout le monde est déprimé, les jeunes chercheurs sont complètement... voilà, il n'y a aucune perspective, les étudiants pleurent parce que les bourses ne sont pas revalorisées, il faut travailler pour pouvoir faire ses études. Enfin, c'est pas acceptable. Je veux dire, on est un pays riche. C'est pas possible de continuer avec autant d'inégalités et de véritablement d'inconscience. Pour moi, il y a une forme d'inconscience, et je pense que dans les gouvernements européens, Macron, là, avec ses copains, c'est quand même c'est le gratin. C'est vraiment le gratin. En Allemagne, ils sont en train d'avoir des systèmes d'abonnement mensuels à 9 € pour que les gens puissent se déplacer, prendre tous les transports en commun qui existent. Donc, il y a quand même des verrous qui sont clairement en train de sauter. Et là, il faut y aller en France. Mélenchon n'est pas passé loin, mais il faut continuer. C'est comme enfoncer un pont-levis avec un bélier. Il faut continuer. Il faut continuer à taper jusqu'à ce qu'on rentre. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se décourager. Et je sais que les gens sont parfois très découragés, mais il ne faut pas l'être. Il faut se dire que collectivement, on est plus nombreux, on est plus forts, et chacun peut mobiliser autour de lui pour que les gens se déplacent le 12 et le 19 et qu'on ait un beau résultat et peut-être un formidable espoir si jamais on était majoritaire à l'Assemblée. Là, ça va être quand même quelque chose. Voilà, je vous remercie beaucoup.
il y avait dans la gauche traditionnelle autrefois un leadership. Et ce leadership, comme on dit, cette locomotive, c'était le centre-gauche, qui progressivement était de plus en plus centre et de moins en moins gauche. Et maintenant, c'est plutôt, on est sur une vague de repli. Les gens disant, leur truc, ça marche pas. Ils voient bien, ils sont dans un grand pays et ils ont la honte. Cet état de dislocation de la société, il a eu une expression politique. Et nous, pendant ce temps-là, nous avons construit un pôle alternatif, le pôle populaire. Et là, nous avons tenu bon. On a construit petit à petit de l'adhésion positive, avec des gens qui étaient motivés par des raisons positives. Eh bien, on est arrivé à un point où on est assez fort pour servir de point de ralliement. Comme toujours, il y a des motivations extrêmement différentes, mais c'est normal dans une élection. Mais nous, notre force, c'est qu'on a construit un noyau central fort.